Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'ECAL pour cette discussion, cette rencontre, hein. Alors, on ne va pas dire colloque ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas d'acte de colloque, il n'y a rien, c'est une discussion à bâton rompu autour du cycle qui est organisé par la Cinémathèque suisse sur, dans le titre exact, et un autre cinéma français. Enfin, c'est ce que j'ai vu en tout cas sur les affiches, et pas forcément un jeune cinéma français, mais c'est vrai qu'en discutant avec Guillaume, on se demandait en fait qui était considéré comme jeune ou pas, et qu'est-ce qui faisait le... Est-ce que Guillaume Braque est encore jeune, par exemple? Est-ce que Catel est encore jeune? Mais par contre, il y avait un point commun entre tous les réalisatrices et les réalisateurs dont les films étaient présentés à la Cinémathèque, qui était le fait que c'était soit le premier ou le deuxième long métrage de cinéma, avec des parcours pour toutes et tous relativement différents, entre ceux qui sont passés par des écoles, ceux qui sont autodidactes, ceux qui sont passés par des écoles d'État, ceux qui sont passés par des écoles privées. Donc voilà, il n'y avait pas forcément une sorte de parcours commun, ou comme ça peut être le cas avec la nouvelle vague autour des cahiers du cinéma, donc il n'y avait pas par exemple cette gaine-là, mais qu'il y avait malgré tout quelque chose qui se passait dans le cinéma français aujourd'hui, et que la Cinémathèque suisse, comme elle l'a fait pour les cinéastes portugais ou italiens, napolitains, il y a quelques années, a eu envie de faire une sorte d'éclairage et aussi de montrer un certain nombre de films dont les circuits de distribution en Suisse n'avaient pas fait leur travail, comme c'est souvent le cas. Alors la Cinémathèque suisse y pallie et propose régulièrement des films qui sont aussi des films qui mériteraient l'exploitation cinématographique traditionnelle et qui, pour des questions soit de contingent de films, soit simplement de non-disponibilité dans les salles, n'ont pas trouvé distributeur en Suisse, et c'est l'occasion, dans le cadre de ce cycle-là, de pouvoir montrer ces films. Est-ce que c'est juste, Frédéric? Oui, tout est juste. Merci Lionel, oui, c'est tout à fait juste. Je vais peut-être le laisser après présenter les personnes qui sont ici pour cette conversation, si on veut l'appeler comme ça. Oui, c'est un cinéma, en effet un autre cinéma français, parce que il y a en effet, quand même ces dernières années, le sentiment, quand on regarde justement ces films-là, ces films réalisés au fond relativement récemment, hein, à partir de 2010, comme ça, il n'y a pas forcément des ressemblances entre les films, il n'y a pas le sentiment d'une nouvelle vague, mais le sentiment d'une nouvelle réalité, de manières de production qui sont toutes très différentes et qui s'écartent un tout petit peu d'un cinéma français, je dirais, entre guillemets, un peu plus commercial, extrêmement bien financé, extrêmement lourd et souvent relativement peu intéressant. Et aussi, en effet, comme tu l'as dit Lionel, un cinéma qu'on voit pas assez ici, dont on entend parler à travers les médias, si on lit les médias français, mais qu'on ne voit pas ici et qui ne sort que par miracle, parce que quelques salles font des importations temporaires ou font des projections, que ce soit au City Puy ou au cinéma ici pour Lausanne, ou au Spoutnik ou au Grutli à Genève. Grutli, rappelons-le quand même, dirigé par le programmateur de la Quinzaine, où certains de ces films sont passés. Donc il y a aussi des liens comme ça qui se sont créés, mais qui sont presque le fait du hasard et le fait du miracle. Donc c'était important pour nous de faire le point sur ce cinéma, et puis peut-être aujourd'hui de discuter à la fois de ce qui vous assemble d'une certaine façon, ou ce qui vous sépare, tant dans la manière de penser le cinéma que de la manière de le produire. Voilà. Et il se trouvait que quand on a discuté et qu'Anna Percival a commencé à réfléchir à la programmation des films qui pouvaient être retenus dans le cadre de ce cycle, il se trouvait que plusieurs réalisatrices et réalisateurs avaient enseigné ou enseignaient actuellement à l'ECAL, d'où l'envie de se dire qu'on pouvait faire quelque chose ensemble, puisque c'est mon fortuit, en fait, c'est plus les gens qu'on fait intervenir ici à l'ECAL sont plutôt des gens dont on a découvert les films au cinéma sans penser forcément s'il y a un courant qui les réunit tous, mais juste en disant tiens, ça c'est des gens qu'on voudrait bien entendre et faire travailler avec des étudiants. Et il se trouve qu'effectivement plusieurs d'entre eux enseignent ici, dont Thierry de Peretti, qui devait être avec nous ce soir, qui enseignait cet après-midi, mais qui a pris un train pour rentrer à Paris parce qu'il est également metteur en scène de théâtre et que ce soir se joue une pièce qu'il a mis en scène. Et comme c'est une première représentation, il voulait rester près de ses acteurs, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Alors, je fais une petite présentation des gens qui sont ici devant vous et qui... j'explique aussi peut-être la logique de la raison de les avoir réunis ici pour discuter, converser entre eux et puis répondre évidemment dans une deuxième partie de la discussion à vos questions. Mais si vous avez envie d'intervenir avant qu'on vous donne la parole, n'hésitez pas à le faire. Je tournerai mon regard, Frédéric Maire tournera aussi le sien en direction de la salle à plusieurs moments. Alors n'hésitez pas à lever la main et à intervenir quand vous le souhaitez. Il y avait l'envie évidemment de ne pas inviter que des réalisatrices et des réalisateurs pour ne pas commettre le péché principal du cinéma francophone qui est
l'idée de se dire que le cinéma ne se construit qu'autour des auteurs ou que seuls les auteurs ont droit à la parole. Le cinéma fonctionne évidemment avec souvent des couples réalisateurs-producteurs, et puis aussi avec la deuxième roue du vélo de la machine cinéma qui pourrait être la critique, qui renvoie un retour sur qu'est-ce que les cinéastes font et qui permet aux cinéastes de comprendre ce qu'ils font et de voir dans quel cadre est-ce qu'on les comprend. Donc, il y avait l'envie que cette table ronde, donc à ce panel de discussion, englobe aussi quelqu'un qui représente les critiques ou la critique de cinéma, même si c'est pas si Éric Lorey, ça je commencerai dans cet ordre-là, en complètement rouge là, et en partant de l'extrême droite pour vous, ou de l'extrême gauche, je sais pas. Éric Lorey qui écrit pour Libération, plutôt à gauche sans doute, une critique de cinéma, voilà, pas seulement d'ailleurs, de tout, voilà, mais qui a aussi une petite histoire avec l'enseignement, puisqu'il a donné des cours sur la critique de cinéma ici à l'université de Lausanne. Si je dis critique, c'est juste ou c'est forcément réducteur? Non, ça me semble assez vrai, mais aujourd'hui on dit journaliste culturel et plus tellement critique, parce que c'est une profession qui n'existe plus ou qui disparaît. Mais en tout cas, c'est vrai que le travail pour nous, ceux qui se considèrent encore comme critiques, il consiste à passer au crible, le crinaine, comme on dit en grec. C'est-à-dire essayer de voir à la fois comment ça fonctionne et quelle valeur ça peut avoir, dans quel cadre. Ça ne consiste pas à condamner, à juger, à donner des étoiles. Critique, pour moi, voilà, cette idée de crible, c'est simplement voir la valeur que ça a selon la fonctionnalité que ça peut avoir dans certains cadres. À côté d'Éric, Guillaume Braque, c'est le réalisateur d'Un monde sans femme, film moyen-métrage qui est sorti sur les écrans français en 2010 ou 2012, pardon, et qui avait connu un joli succès d'exploitation avec un film qui s'appelait Naufragé, qui est un court-métrage, c'était un programme de 2 films, et puis dont vous allez voir le dernier long-métrage en date qui s'appelle Tonnerre et qui est projeté ce soir à la Cinémathèque Suisse à 21h. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, et comme le film est sorti de façon assez confidentielle, il est passé en Suisse romande, c'est la bonne occasion de voir le film et d'entendre tout à l'heure aussi sans doute la présentation de Guillaume pour ce film. Guillaume a fait la Fémis, mais pas en réalisation, comme c'est souvent le cas chez beaucoup de réalisateurs qui font maintenant leur premier long métrage, puisque tu l'as fait en production. Peut-être juste un mot pour nous dire pour quelle raison est-ce que quand tu t'es inscrit en production, c'était pour sincèrement devenir producteur ou c'était une façon d'aborder la réalisation par un autre bord que celui d'études en réalisation? Déjà, je m'excuse auprès des étudiants de première, deuxième année qui m'ont déjà trop entendu, qui connaissent par cœur tout ce que je pourrais dire ce soir. Non, moi en fait c'était par manque de confiance que je m'étais inscrit en production à la Fémis. Ça correspondait à mon parcours scolaire en quelque sorte, et je me sentais aucune légitimité pour être metteur en scène jusqu'à ce que je sois confronté vraiment à ce que c'était que des tournages pendant ma scolarité à la Fémis. Mais du coup je me disais que en tant que cinéphile, en ayant fait des études d'économie, j'avais plus de légitimité et sans doute je serais plus utile comme producteur que comme réalisateur. Et puis après, en étant confronté pendant 3 ans à des tournages, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais vraiment trop envie de faire des films. Voilà. Puis après j'ai fait un petit peu les deux pendant quelques années, puis maintenant j'ai arrêté la production. À côté de Guillaume, Emmanuel Chaumet, producteur de la société Etche Film. Vous avez déjà croisé, pour ceux qui suivent le cycle autour du cinéma français, vous avez déjà croisé Emmanuel à travers le film d'Antonin Perret-Jacot que les étudiants du Ciné-Club ici à l'ECAL avaient invité avec la Cinémathèque la semaine dernière pour présenter le film, et puis aussi de l'ouverture du cycle qui était Gabi Belidol, qui est un film produit par la société de production, c'est juste? Ouais. Oui, enfin, on est toujours un peu en production, mais... Et est-ce qu'on peut peut-être juste, avant de finir la présentation, mais juste dire quel parcours t'a amené toi à la production et à fonder surtout une maison de production, en fait? J'ai d'abord travaillé avec d'autres producteurs. J'avais des postes plutôt de financier. Et puis, j'ai travaillé avec Paolo Branco, qui pour moi était quelqu'un de très drôle et auprès de qui je me suis bien amusé, mais qui est un peu fou, quoi. Donc, je me disais que si lui, il y arriverait, et s'il y arrivait, je pouvais aussi y arriver. Ça m'a un peu déniaisé, c'est-à-dire que comme il fait des trucs vraiment dingues, voilà, c'est un peu le truc qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, moi aussi, je vais essayer de quelque chose. Et puis du coup, j'ai commencé en 2003, j'ai monté ma boîte en 2003, et
je m'étais dit qu'il fallait que comme j'étais dans les bureaux, je connaissais plutôt bien tout ce qui était financier et tout ce qui se passe dans les bureaux de production, mais que je connaissais mal le plateau. Donc du coup, j'ai choisi de commencer par faire que des courts-métrages, et j'en ai fait vraiment beaucoup. Et je continue à en faire beaucoup, donc c'est comme ça que j'ai fait les premiers films de Sophie Le Tourneur, de Benoît Forgeard, et puis ensuite j'ai travaillé avec Justine Triet. Enfin, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à les côtoyer, et puis avec effectivement cette idée que dans les couples réalisateurs-producteurs, il y avait quelque chose peut-être que j'avais appris de ce que j'avais pu côtoyer avec Branco quand il produisait ses films, et qui est un truc un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'on est au service des auteurs, en même temps on fait beaucoup de choses qui sont inintéressantes au possible dans le processus de fabrication, mais qui sont utiles, et voilà, et donc c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé. Et voilà, après j'ai eu la chance de faire des films qui ont été plutôt bien identifiés dans les festivals et qui m'ont permis ensuite de me positionner beaucoup sur des moyens-métrages. J'ai fait beaucoup de moyens-métrages, et puis ensuite sur des premiers longs-métrages, et les premiers n'étant pas financés, c'était souvent des moyens-métrages un peu longs, quoi, donc des films d'1h20, 1h30, mais qui étaient fabriqués un peu comme des moyens-métrages. Donc j'ai pas vraiment l'impression que du court au long, il y a eu un saut énorme en termes de fabrication, que ce soit dans la relation à l'auteur ou que ce soit dans le mode de financement. Et puis enfin, Catel Kinévéré, qui a réalisé Un poison violon, et puis dernièrement, enfin l'année passée, Suzanne, un film qui avait été vraiment plus que remarqué, enfin dont la sortie avait été un petit événement quand même. Et puis je crois par contre que ce film-là avait été distribué de façon plus habituelle en Suisse, hein, passé par des circuits plus habituels, et qui est présente aussi parce que, comme Guillaume, elle enseigne ici, elle suit les étudiants de master. Alors je ne sais pas s'ils vont entendre des choses que tu leur as déjà dit, mais je ne sais pas si tu leur as beaucoup parlé de toi. C'est possible, je ne sais pas. Et qui a également fait la FEMIS. Ah non. Ah non, pardon, excuse-moi. Non, moi j'ai pas fait d'école de ouais, cinéma. Pardon. Une vraie autodidacte. Je ne sais pas si ça existe, les vrais autodidactes sont des gens qui n'ont pas de bibliothèque à la maison. C'est pas une bibliothèque à la maison. Bien sûr, on n'est jamais vraiment autodidacte. J'étais à la fac, à Paris 8, et puis j'ai tenté la FEMIS quand je devais avoir 19 ou 20 ans, je l'ai raté. Et après, en fait, c'est plus une histoire de vie et de rencontre. C'est-à-dire que j'avais un professeur à la fac à Paris 8 qui s'appelait Jean-Henri Roger, qui était quelqu'un une personne très importante, un grand militant aussi du cinéma, et qui m'a proposé un boulot pendant que je faisais mes études dans une association qui s'appelle la Société des réalisateurs de films. Et à l'époque, en fait, j'étais amoureuse d'un garçon qui voulait faire des films aussi, et j'avais prévu de repasser la FEMIS ou de passer l'INSAS et tout ça. Et puis lui, ça ne l'intéressait pas trop de passer des concours, et je me suis dit, mais si jamais je suis prise à l'INSAS, on va plus se voir, quoi. Donc j'ai laissé tomber l'idée de passer un concours. J'ai privilégié en fait l'histoire d'amour à l'ambition cinématographique. Et voilà, et après j'ai fait ma vie, j'ai fait des courts-métrages et puis des longs, quoi. Voilà. Peut-être pour que tu gardes le micro, la première question, c'est est-ce que vous vous parlez ? Est-ce qu'avec Guillaume, est-ce qu'avec les autres réalisateurs dont on a parlé tout à l'heure, les réalisatrices, est-ce que l'espèce de paquet dans lequel on vous a mis, est-ce que dans le fond ça correspond à une réalité pour vous ? Est-ce que vous discutez de vos projets ensemble, que vous vous voyez, ou il y a des bilatérales, mais il n'y a pas cette idée de groupe ? Alors c'est assez particulier parce qu'avec Guillaume, on s'est rencontrés et retrouvés sur une question qui n'est pas une question du tout d'esthétique, qui était une question qui a beaucoup agité la profession en France, qui était la question de la convention collective. Donc je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est beaucoup trop compliqué et long, mais en gros, la profession du cinéma n'avait pas de convention en France, et il se trouve qu'elle en a une depuis peu de temps. Pardon ? Il y en avait une, mais elle n'était pas étendue. Elle n'était pas étendue, disons, à l'ensemble du secteur, voilà. Et donc il y a eu plein de débats en interne entre nous, entre techniciens, réalisateurs, producteurs, sur quelle convention il fallait, parce qu'on sait à quel point il y a une diversité de films en France, hein, ça peut aller de 500 000 €
à 30 millions d'euros, les budgets. Donc comment penser une convention qui convienne à tout le monde et qui préserve la diversité de notre cinématographie. Donc ça a été un débat, un conflit assez violent, et en fait, moi je sais qu'à ce moment-là, j'étais un peu investie dans ces questions, et je souffrais pas mal du fait qu'on se parlait pas beaucoup en fait entre nous en tant que cinéastes de notre génération. J'ai l'impression qu'on nous mettait dans le même groupe, mais que finalement on se connaissait assez peu, qu'on était dans des logiques un peu individuelles. Parce qu'on ne va pas se mentir, on sait que c'est très difficile de faire des films, très difficile de trouver sa place, de prendre sa place, que quand on obtient un financement de l'avance sur recette, ben on l'obtient parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne l'a pas eu. Voilà, tout est comme ça. Donc c'est difficile d'être solidaire dans une situation économique qui, en l'occurrence, est difficile, quoi. Et plus difficile pour notre génération que pour la génération d'avant. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est retrouvés, plusieurs d'entre nous, sur cette question de la convention. Et moi, je trouvais ça très beau aussi parce que ça a été c'est ce qui nous a permis d'être ensemble, en fait. Parce que je trouve que c'est très compliqué d'être ensemble sur des questions esthétiques. Et c'est ce qui fait sûrement la différence profonde entre notre génération, par exemple, et la manière dont la nouvelle vague s'est pensée. Parce qu'elle s'est pensée à un moment où il fallait casser des choses, où il y avait aussi un nouveau matériel qui débarquait, où il y avait une esthétique et une idéologie qui reliait les gens. C'était une période extrêmement idéologique aussi, les années 60-70. Et nous, on vient de complètement autre chose. Et c'est vrai que l'idée de se réunir pour des motivations esthétiques ou idéologiques, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais quelque chose qui ne fait pas vraiment sens pour notre génération. Par contre, se battre ensemble, réfléchir ensemble à comment permettre que notre système continue d'exister et de fonctionner dans sa spécificité, à ce que chacun d'entre nous, avec nos diversités, on puisse continuer à faire nos films, ça c'est je trouve une vraie idée de ralliement, on va dire. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec beaucoup de choses que tu as dites. Je me sens un tout petit peu illégitime une fois de plus là-dedans parce que, en fait, toi, Catel, tu t'es engagé très tôt, même depuis ton plus jeune âge, parce que tu étais à la Société des réalisateurs de films, je sais pas, à 20 ans. Moi, ça a été beaucoup plus ponctuel, c'était parce que aussi c'était l'été, et beaucoup de réalisateurs étaient en vacances, en tournage. Et moi, j'étais à Paris, donc j'ai pu t'accompagner à quelques... sous les ors de la République, pour quelques rendez-vous importants, mais c'était assez conjoncturel et j'ai pas, hélas, le même rapport à l'engagement que tu peux avoir, mais par contre, c'est vrai que je trouve que ça a permis de se rencontrer avec d'autres réalisateurs, et je suis assez d'accord aussi avec ce que tu dis, et je trouve ça en effet assez triste, et même il y a des moments ça m'a profondément déprimé, cette question de l'individualisme, parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est très très difficile, c'est presque inévitable, parce que tout simplement on est à une époque où finalement beaucoup de gens considèrent qu'il y a trop de films, et puis de toute façon il y a une sorte d'entonnoir qui est assez violent en fin de compte, et au fond nos films ne sont pas forcément toujours les bienvenus, et du coup c'est vrai qu'il y a une forme, qu'on le veuille ou non, de rivalité ou de compétition qui peut s'installer, et que je trouve assez triste en fait, mais moi-même j'ai pu ressentir ce sentiment de rivalité avec des gens pourtant que j'aimais beaucoup, et dont j'aimais beaucoup les films, parce que je trouve vraiment assez pénible, mais je me souviens avoir entendu, ça paraît toujours de la nostalgie, mais Jean-Pierre Léaud parler de sa jeunesse, de l'époque où il allait voir des films à la Cinémathèque avec Rivette et plein de réalisateurs, etc., et que tous ces réalisateurs se passaient des soirées ensemble à parler de cinéma et tout, et je me disais, mais ça n'existe pas beaucoup à notre époque, ou alors vraiment des micro-groupes, et effectivement il n'y a pas beaucoup ça, quoi. Donc c'est un peu triste, et puis c'est vrai qu'il y a une très grande diversité esthétique, comme tu disais, et donc c'est vrai que moi je me sens très proche comme ça, de 2-3 réalisateurs avec qui il m'arrive souvent de prendre des cafés, de discuter, et puis je me sens moins proche d'autres, et puis c'est bizarre parce que du coup ça crée presque des petites chapelles esthétiques comme ça, je sais pas, c'est vrai que c'est assez éclaté en fait, donc mais c'est vrai que la SRF a permis
de rassembler des gens avec des esthétiques très différentes, et c'est au moins un endroit où on peut se parler de nos projets. C'est assez rassurant de savoir, enfin de s'encourager, de savoir où on est chacun, etc. Enfin, c'est un des rares endroits en fait où on peut se retrouver. Enfin, ouais. Ça a l'air très déprimant ce que je suis en train de dire. Non, mais de loin à tous ces réalisateurs ou réalisatrices labellisés jeunes cinéma français n'ont pas la même implication politique, donc c'est aussi autre chose. Visiblement, en tout cas, vu de l'extérieur, c'est aussi autre chose qui vous relie. Le fait que vous soyez rencontrés... Bah, disons que Catel est la tenancière du bar, et puis ouais. on peut passer boire un coup, quoi. Enfin, ça vient un peu de ça, quoi. Mais l'implication, dans le fond, autour de la convention collective, la nécessité, en fait, de se rencontrer pour discuter, est-ce qu'elle débouche, au final, est-ce qu'après cette espèce de palier qui serait celui de l'économie et de la nécessité, ça déboucher une discussion esthétique? Quel genre de cinéma français on veut faire, en fait, ou pas tellement, en fait? Ce qui serait pas un drame, hein, mais... Moi, je trouve que ça permet de répondre à une curiosité, parce qu'en fait, on est très curieux les uns des autres, savoir comment tu fais, toi, pour écrire, c'est qui ton co-scénariste, comment ça se passe avec ton producteur, t'es payé combien sur ton scénario, toutes ces choses-là, en fait, c'est des questions qu'on brûle de poser aux autres, et en se réunissant pour autre chose, bah, ça nous permet d'aborder ça. Et ça peut arriver qu'on parle je sais pas moi, de choix de caméra, d'acteurs entre nous. Donc oui, en fait, les questions esthétiques, elles débarquent, mais voilà, avec du temps, et voilà, et je dirais avec pudeur aussi. Parce qu'on peut s'aimer, s'apprécier, se respecter, et en même temps être sur des planètes un peu différentes, ou aussi avoir besoin de protéger une certaine intimité de cinéma qui est la nôtre à chacun. Mais en tout cas, je trouve que moi, personnellement, pouvoir rencontrer d'autres réalisateurs de ma génération sur des questions très concrètes, ça me permet de dépasser ma propre potentielle jalousie ou envie, et d'aller vers des cinéastes et de me dire, en fait, oui, ça me passionne de savoir comment ils travaillent, et non, ça me fait pas peur, et oui, ça va nous enrichir mutuellement, ça va pas nous menacer, quoi. Et pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. Après, on sait bien que dans des périodes comme la Nouvelle Vague, où en effet, il y avait vraiment la sensation de clan ou de groupe, il devait y avoir des rivalités monstrueuses, et des rapports aussi sous couvert d'amitié certainement très compliqués. Il suffit de lire les correspondances entre Truffaut et Godard, par exemple, pour le savoir. Donc, de toute façon, c'est un métier difficile, nourri de passion, mais c'est comment, enfin, tout ce qu'on peut ressentir de négatif est profondément humain. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait. Et je trouve que via la SRF, via ces rencontres-là, ça permet de transformer quelque chose en une énergie qui est belle, en fait. Non, mais je dois dire quand même que par rapport un peu à ce groupe, qui n'en est pas vraiment un, je trouve qu'il y a aussi quelque chose, le fait, à un moment donné, d'avoir été un peu réunis, bon, on parle beaucoup de la SRF, mais ça peut même être aussi ailleurs, ça peut être dans certaines revues, enfin bon, ça peut être certaines rétrospectives, ou j'en sais rien, ou dans des festivals. Ça fait aussi qu'il y a quelque chose d'assez beau qui se passe, par exemple, c'est, je trouve, de s'écrire, en fait. Et moi, je sais que depuis, je sais pas, 2 ans, quelque chose comme ça, ou 2-3 ans, je fais la démarche d'écrire aux réalisateurs dont j'aime vraiment les films, en fait, de ma génération, en fait. Et puis je reçois aussi des messages de réalisateurs qui m'écrivent sur mes films. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, en fait. Et là, pour le coup, ça passe complètement au-dessus des chapelles esthétiques et tout. Mais il y a du coup quand même une sorte de solidarité qui passe au moins par ça, par s'envoyer des encouragements, des encouragements sincères et parfois assez développés et assez profonds. Enfin bon, je sais pas. Ça, c'est quelque chose qui fait qu'on n'est quand même pas tout seul dans nos coins. Et bon, aujourd'hui, c'est moins romantique, ça passe par des mails le plus souvent, même voire des SMS, des longs SMS.
bon, ça n'a aucun intérêt ce que je raconte, mais si, après, Il n'y aura plus la correspondance. Cela dit, ce sera plus difficile à rassembler plus tard. Ouais. Cette bataille autour de la convention collective, elle oppose, et elle a opposé, elle oppose encore souvent les réalisateurs avec les producteurs, l'association des producteurs avec l'association des réalisateurs, et c'est quand même un petit peu à travers, peut-être, où on commence à parler de nouveau cinéma français, la présentation à Cannes de La fille du 14 juillet et de La bataille de Solferino, et la sortie de ton film quasiment une année après, hein, ou la même année, à la fin 2012, et tes deux films qui font Le Naufragé et Un monde sans femme qui sortent la même année. Il y a quelque chose qui se passe, et on identifie un peu quand même, du coup, avant tout à une société de production, pour ce qui se passe à Cannes, en tout cas en 2012, même si ça englobe pas tous les films. Comment est-ce qu'on se retrouve en fait à cet endroit où d'un seul coup cette identification du jeune cinéma français il se fait aussi à travers une maison de production? Il y a un micro fixe si jamais vous voulez pas de Denis pour en parler. Non, juste pour revenir sur la question de est-ce qu'on est chacun dans notre coin ou est-ce qu'on travaille collectivement, enfin est-ce qu'on échange, voilà. Moi j'ai l'impression qu'il y a les cinéastes que je produis sont des cinéastes qui ne sont pas syndiqués, qui vont donc pas à la SRF. Et moi-même, je siège dans aucun syndicat. Donc, du coup nous, ça se... Enfin, c'est pas un syndicat, la SRF. Non. C'est une association. Une association. Hein. Non, mais pas, enfin, je veux dire par là que ce qui vous a animé au sein de la SRF, c'était des questions autour du statut des intermittents et d'une certaine répartition de l'argent du système entre différents films et selon différents critères. Et donc il y avait quand même l'idée que la SRF a pesé en tant que représentant des réalisateurs dans un débat où les uns et les autres étaient représentés par des syndicats. Donc même si c'est pas un syndicat, c'était quand même... la parole des réalisateurs dans ce débat-là a été, et j'ai pas de problème avec ça, mais elle a été représentée exclusivement par la SRF. Voilà, tout ça pour dire que, moi, nous, en parallèle de ça, en fait, on a monté un groupe avec des producteurs qui n'étaient pas syndiqués et qui s'est auto-proclamé le 109 et dont le principe était simplement de se retrouver le vendredi dans le restaurant arménien qui est en face de mes bureaux. Et simplement pour essayer d'échanger aussi sur nos métiers, sur nos problématiques, sachant que nos problématiques à nous étaient complètement différentes de celles qui étaient agitées par les pouvoirs publics et les principaux syndicats de producteurs, à savoir que ces syndicats-là étaient essentiellement soucieux d'avoir plus d'argent et peut-être moins de films, et surtout parlaient de budget qui n'était pas du tout en rapport avec nos pratiques à nous. Donc on s'est retrouvé un peu autour de ces questions-là en disant mais pourquoi parler de ces questions-là et pourquoi ne pas parler de la façon dont l'argent public est réparti à l'avance sur recette, pourquoi ne pas parler de ce que la télévision ne fait pas en termes de diffusion de films, de cinéma, parler aussi du rôle des exploitants dans ces débats-là, qui est un peu le grand oublié, on va dire, enfin, le seul interlocuteur du système qui a pourtant un rôle crucial dans la communication des films et qui a toujours été un peu à l'écart de ces débats-là. Donc voilà, on s'est retrouvés, nous, autour de ces problématiques-là, sachant par ailleurs que le gros, pour moi, de l'activité, on va dire, communautaire, enfin dans mon métier, le gros de ce qui se passe, ça passe aussi par les loueurs de caméras, les laboratoires, qui sont souvent des artisans, et qui sont les endroits où on retrouve les chefs-op qui travaillent sur d'autres films, et où s'échangent effectivement, alors je ne parle pas de l'esthétique, bien loin de là, Eric, mais en tout cas de pratique de films. C'est beaucoup là où moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on a essayé de construire un truc un peu collectif. Aussi, tu en parlais tout à l'heure, Guillaume, dans les festivals, c'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai coutume d'aller au festival de Brive, au festival de Pantin, où je sais que je vais retrouver là-bas un certain nombre de gens qui font le même métier que moi, ou en tout cas qui ne se sentent pas trop éloignés de ce qu'on fait nous, et c'est souvent là-bas qu'on se parle et qu'on échange, et qu'éventuellement on fait naître quelque chose d'un peu plus générationnel. Dans les fêtes le samedi soir aussi. Moi je suis pas très fête, hein, mais...
Moi, je danse, mais je suis pas très fort. Non, voilà. Donc voilà, non, mais après, pour revenir à ton autre question, moi j'ai eu un coup de chance, c'est-à-dire que le film de Pere Jatko, j'ai mis 2 ans à le faire parce que c'était du Super 16 et que j'avais peu d'argent pour le faire, donc on a dû le faire en 2 années. Et il se trouve qu'entre-temps, j'ai fait le film de Justine, qui pour le coup, lui, s'est fait très très vite. Et il se trouve que ces 2 films se sont retrouvés au même moment, terminés en mars, et que j'ai eu la chance que les films, l'un ait plu à la quinzaine, et l'autre, je me suis dit qu'il fallait qu'il existe à Cannes, donc j'ai choisi de le présenter à l'Acide. Et à l'Acide, en fait, il a eu ce qui lui a permis ensuite de décoller. Mais voilà, donc effectivement, là, il y a eu un petit concours de circonstances, qui a fait que ces 2 films sont arrivés un peu au même moment. En même temps, quand on va à Brive, et à Pantin, Brive, tu t'en es occupé, on cherche un certain genre de cinéma. C'est-à-dire qu'on passe par un canal qui est différent de celui de partir à la télévision, chercher de l'argent avec un scénario classique. Peut-être la particularité de ces films, c'est d'avoir il y a une sorte de réaction sur le goût de la mise en scène, plus que le goût de l'objet bien écrit, tel que des fois peut souffrir ou ressouffrir un peu du cinéma français. Peut-être la chose qui relie tous ces auteurs. Au-delà de ça, c'est un goût réel de la mise en scène, plus que du scénario bien ficelé. C'est vrai que, pour rejoindre aussi ce que tu disais, Catel, tout à l'heure, moi j'ai l'impression qu'effectivement il n'y a pas de débat idéologique ou esthétique qui nous anime. Par contre, je pense qu'il y a un truc qui a été important pour les gens qui font des films actuellement et qui sont de notre génération, enfin plutôt de la vôtre et presque de la mienne, c'est qu'à un moment donné, moi quand j'ai commencé en 2003, on faisait tous les films en Super 16, parce que les courts-métrages, pour qu'ils existent, il fallait qu'ils soient vus en salle. Et donc, faire un film, même quand on n'avait pas de financement, ça voulait dire minimum 12 boîtes de Super 16 avec du labo derrière et un télécinéma. C'était le minimum qu'il fallait payer pour que le film existe. Et tout ça, ça représentait autour de 10 000 €. Et en fait, ce que je crois qui a vraiment changé beaucoup dans la façon de faire des films, de les réaliser, de les produire, c'est qu'à un moment donné, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des gens qui faisaient des films en vidéo, il y avait des Varicam, des trucs comme ça. Et ce qui a vraiment changé fin des années 90, il me semble. Je me trompe d'une décennie. Fin des années 2000, pardon. C'est qu'on s'est mis à pouvoir travailler avec des caméras numériques de très très haute qualité et à pouvoir faire des films simplement avec l'énergie des gens et des équipes techniques et des acteurs, et tout en préservant une qualité. Enfin, à l'époque, les films vidéo, c'était vraiment, il y avait du grain, c'était un peu dégueulasse, et c'était très bien comme ça, mais c'était vraiment assumé, film à grain, quoi. Tandis qu'à partir des années 2000, avec l'arrivée de la Red, mais avant la Sony 900, et puis maintenant aujourd'hui avec l'Alexa, toutes ces caméras, elles coûtent rien en fait. Enfin, elles coûtent une négociation parfois un peu compliquée avec un loueur de caméra, mais il y a plein de gens qui ont des Red chez eux, et tourner en RAID, acheter un disque dur chez Apple, ça coûte ça coûte pas très cher, voilà. Et donc il y a plein de films qui se sont faits à ce moment-là. Et effectivement, avec la mentalité de producteurs ou de réalisateurs qui se sont dit, nous, il y en a marre d'attendre, moi je suis prêt, j'ai mon casting, j'ai mon équipe, c'est pas compliqué de trouver une caméra, je vais quand même faire le film, et puis fuck. Et puis voilà, et du coup, effectivement, ce qui peut nous rassembler aussi, c'est que toi Catel, au grec, toi avec tes premiers courts-métrages, c'est des films qui se sont faits avec très très peu d'argent, avec l'idée qu'il fallait aller vite et que c'est comme ça que les choses s'amorceraient, s'enclencheraient.